coup, pour passer à ce dernier temps de notre matinée, le sport pour défier la maladie, il est vrai que le sport est loin d'être le médicament auquel on pense le plus quand on pense notamment au cancer. Et pourtant, précisément, Christelle Gauthier, chef du bureau de l'élaboration des politiques du sport et chef surtout du projet, enfin surtout non, mais chef aussi du projet Stratégie nationale sport-santé, est avec nous pour évoquer cette problématique-là. Et du coup, merci beaucoup, Madame Gauthier, d'être avec nous. Bienvenue. Madame, et merci. Je vous laisse la parole si vous voulez bien, et peut-être on pourrait commencer par la première slide de votre présentation si vous le souhaitez. Et je veux bien que la technique la mette. Voilà, génial. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors oui, je présente donc, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je remercie Monsieur Martial de son invitation, des travaux et des réflexions que nous menons dans le cadre de la stratégie nationale sport-santé 2019-2024 que nous avons coélaboré ministère des Sports avec le ministère des Solidarités et de la Santé, et qui, vous le voyez, se déclinera, se mettra en œuvre, se développe déjà jusqu'en 2024, qui est la date d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques accueillis par la France, donc à Paris, et qui, dans son programme, prévoit au titre de l'héritage des Jeux, un point important sur les conditions dans lesquelles l'activité physique et sportive est un élément moteur de la santé de nos concitoyens, de la santé des Français. Alors, cette stratégie nationale sport-santé, vous le voyez, elle est pilotée donc par 2 ministères, mais elle est vraiment construite de façon extrêmement volontariste avec l'ensemble des ministères et des parties prenantes de ces sujets-là. Cela veut dire que nous n'avons pas souhaité élaborer un nouveau cadre d'intervention qui se serait additionné à d'autres. Nous avons vraiment souhaité trouver les conditions avec l'ensemble des ministères engagés, avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire des professionnels de santé, des professionnels de l'activité physique et sportive, des professionnels de l'activité physique adaptée, des collectivités locales, des assurances et des mutuelles, des représentants des partenaires sociaux. Nous avons vraiment souhaité trouver les points de convergence, les points d'accroche qui nous permettent finalement de véritablement changer la prise en compte des besoins des personnes en bonne santé ou malades pour que l'activité physique et sportive, l'activité physique adaptée puisse véritablement impacter leur vie, soit à venir, soit d'ores et déjà s'ils sont malades. Et donc cette stratégie nationale sport-santé, elle s'articule tout particulièrement ici, c'est ce que je tiens à souligner, avec le plan cancer, mais vous le voyez également avec la feuille de route obésité, avec la feuille de route grand âge et autonomie. Vous évoquiez à l'instant l'intervention de Madame Bourguignon. Alors, je dois souligner que la ministre des Sports, Madame Maracineanu, et Madame Bourguignon donc travaillent de concert pour trouver des voies de convergence de leur politique, et nous avons évidemment une attention toute particulière aux personnes qui sont le plus éloignées de la pratique d'activité physique et sportive, d'activité physique adaptée, de sorte à ce que cette politique ne serve pas qu'à ceux qui pourraient en bénéficier, j'allais dire, plus facilement. Donc c'est une stratégie relativement ramassée sur 4 axes. Vous voyez, 10 objectifs, 26 actions. On va regarder tout de suite la déclinaison des axes. Donc 4 axes. Les 2 premiers, si vous voulez bien passer la slide suivante, s'il vous plaît.
Merci. Les deux premiers concernent la promotion de la santé et le bien-être par l'activité physique et sportive. Pour moi, qui suis une ancienne sportive de haut niveau, un ancien entraîneur de haute performance, c'est très important de ne pas parler que de sport. Parce que le sport est rencontre aujourd'hui encore des a priori. Quand on parle de sport, on pense, en tous les cas, certains pensent à la compétition. Nous, ce que nous souhaitons, c'est véritablement indiquer que tout le monde, chaque Français, qu'il soit jeune, qu'il soit dans la vie active, qu'il soit, comment dirais-je, qu'il avance en âge, qu'il soit en relative perte d'autonomie, qu'il soit en bonne ou en moins bonne santé, pour tous, les impacts de l'activité physique et sportive, parfois aménagée, adaptée, mais pour tous régulière, a des impacts bénéfiques sur la santé de chacun, sur le bien-être et sur la santé de chacun, à court, à moyen et à long terme. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est véritablement encourager cette pratique d'activité physique et sportive dès le plus jeune âge, puisqu'on sait que aujourd'hui, et c'est renforcé malheureusement avec la crise sanitaire et les confinements, les comportements sédentaires sont accrus. C'est le cas chez nos très jeunes, avec des incidences très fortes sur leur capacité cardio-respiratoire. Nous avons une baisse de 25% chez les adolescents depuis ces 20 dernières années. C'est prouvé, c'est démontré. 25% de perte de capacité cardio-respiratoire. Vous le voyez, c'est colossal. Pour nos plus jeunes, des rapports récents de l'adresse ont été publiés notamment, qui démontrent un accroissement très marqué du surpoids et de l'obésité, et particulièrement pour ceux de nos jeunes qui sont les plus vulnérables, qui habitent dans des territoires plus pauvres, avec ce qu'on appelle la géographie prioritaire. Donc, il nous faut véritablement agir pour que chacun comprenne que l'activité physique et sportive, cela doit pouvoir se retrouver dans notre vie au quotidien, que ce soit chez soi, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans les temps de loisirs. Il faut absolument trouver ou retrouver les conditions d'une pratique régulière d'activité physique à sportive. Le deuxième axe, c'est le développement de l'offre et du recours à l'activité physique adaptée à des fins d'appui thérapeutique. Nous sommes dans le sujet de la prescription d'activité physique adaptée par les médecins traitants auprès des malades en affection de longue durée, et cela s'étend bien sûr aux maladies chroniques de manière plus large. Aujourd'hui, ne pas prescrire l'activité physique adaptée, c'est une perte de chance. C'est une perte de chance pour tous les patients qui sont en ALD. Donc, il faut vraiment que nous arrivions à mieux former, informer, et c'est le cas aujourd'hui. Évidemment, tous les professionnels de santé y concourent, que ce soit les pharmaciens, les équipes officinales, que ce soit les infirmiers, que ce soit les masseurs, kinésithérapeutes, rééducateurs, que ce soit les ergothérapeutes, bref, tout le monde, tous ces professionnels-là peuvent concourir à l'information et des personnes, des patients, et veiller à ce qu'elles puissent se voir recommander, se voir prescrire cette activité physique adaptée qui leur permet d'en bénéficier, de se voir proposer des parcours, j'y reviendrai après, mis en œuvre par des cadres, des professionnels formés. Le troisième axe, c'est un axe plus classique pour le ministère des Sports, donc je vais très rapidement l'indiquer, c'est mieux protéger la santé des sportifs et renforcer la sécurité des pratiques. C'est notre intervention classique, j'allais dire, mais la santé des sportifs et des sportifs de haut niveau, eh bien évidemment, il faut s'en occuper. Vous avez vu dans la presse beaucoup d'articles, notamment sur les commotions cérébrales. Beaucoup trop de sportifs décèdent
de ces accidents. Et c'est un exemple, il y en a d'autres, il faut absolument que l'on améliore les conditions d'entraînement, les conditions compétitives pour limiter ces accidents. Et puis le quatrième axe, c'est celui finalement du partage de connaissances, du partage de l'information et de la juste information utile à la décision publique. Il y a beaucoup d'informations désormais sur les bénéfices de l'activité physique et sportive, de l'activité physique adaptée, mais c'est insuffisamment partagé, j'allais dire partagé sur les territoires, partagé au plus proche de la population, partagé en interprofessionnalité, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, comment dirais-je, les CPTS me paraît très significatif. Il faut absolument que dans ces lieux qui sont, comment dirais-je, les lieux de la pluriprofessionnalité, nous arrivions à partager l'information, à recueillir les bonnes pratiques, à démontrer les bienfaits de l'activité physique et sportive, parce qu'il en va de la santé finalement ceux et celles que vous prenez en charge au quotidien. Il faut que nous vous donnions des outils, il faut que nous en donnions aussi aux décideurs publics. Et donc, dans cet axe-là, nous avons une action très importante sur la documentation médico-économique qui doit permettre la prise en charge, la socialisation, notamment des prescriptions et des séances d'activité physique adaptée à moyen terme. Voilà. Alors, une fois qu'on a présenté les 4 axes, on a sur ces 4 axes des mesures phares. Vous voyez cette magnifique diapositive. Cette mesure phare, finalement, elle revient sur ce que je vous ai dit. Donc, on a la promotion de l'activité physique adaptée véritablement pour les pitchouns. Les pitchouns, ce sont nos tout petits là qui sont vraiment visés. Il faut que on leur donne dès le plus jeune âge à l'école, sur le temps scolaire, ils pratiquent de moins en moins d'activités physiques et sportives à l'école, moins d'éducation physique et sportive aussi. Donc on a une action très importante avec le ministère de l'Éducation nationale. Vous savez peut-être que le ministère des Sports est intégré maintenant au grand ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et c'est une occasion unique de renforcer les convergences pour assurer auprès des jeunes qu'ils comprennent, ils vivent l'impact des tout-petits de cette activité physique et sportive. On sait que cette activité, quand elle est pratiquée jeune, elle a des effets, y compris sur la trajectoire finalement de sa vie d'adulte et du mieux vieillir. Vous le voyez, nous avons aussi une action très forte en milieu professionnel auprès des actifs et puis auprès des personnes progressant en âge. Nous sommes en cours de travaux pour véritablement déployer avec Madame Bourguignon donc les conditions d'une meilleure prévention de la perte d'autonomie, de l'entrée, donc la lutte contre la dépendance par notamment la mobilisation de l'activité physique pour les personnes qui sont déjà en EHPAD, par exemple, ou bien celles qui sont à domicile et que nous pouvons accompagner plus fréquemment au quotidien. Et donc, c'est avec les professionnels que vous êtes, notamment les infirmiers. J'ai discuté beaucoup avec le réseau Azalée et le travail qu'ils font est absolument formidable. Il faut qu'on travaille vraiment mieux ensemble. Voilà, donc on a une action, et je vais venir tout de suite sur le déploiement de structures de proximité. Certains d'entre vous les connaissent, ce sont les maisons sport santé. Les maisons sport santé, finalement, elles peuvent s'intégrer au CPTS. Elles peuvent être portées, si vous voulez bien passer à la slide suivante, elles peuvent être portées par différents types de structures, par des centres hospitaliers, par des CPTS, par des centres de santé, par des associations d'activités physiques et sportives, par des collectivités. Ces maisons sport santé qui sont inclus au programme présidentiel de M. Macron, alors déjà candidat, il l'avait dans son programme. Ces maisons sport santé doivent être identifiées sur l'ensemble du territoire national d'ici 2022 à hauteur de 500.
500, pourquoi? Parce que cela permet de mailler l'ensemble du territoire, d'offrir ce programme éducatif, préventif et thérapeutique que nous souhaitons développer, de rapprocher les professionnels de santé, du sport, de l'activité physique adaptée, et d'amener un large public à faire ce pas, à avoir cette démarche vers l'activité physique. Vous savez, souvent, j'ai entendu, moi je viens du terrain, j'ai entendu souvent des personnes me dire oh, le sport, c'est pas pour moi. Voilà. Puis lorsque je vais dans un club, de toute façon, il n'y a pas de créneau pour les adultes ou pour les personnes âgées ou pour les personnes malades. Alors, c'est des cas particuliers. Bien sûr que vous avez des clubs, des associations sportives sur les territoires qui accueillent les personnes atteintes de maladies chroniques, qui accueillent des personnes âgées et qui le font très bien. Mais il y avait besoin d'avoir finalement une organisation qui permette ce que vous indiquiez à l'instant, cette pluriprofessionnalité, cette organisation entre différents métiers sur les territoires, en proximité, en relation directe avec les bénéficiaires, et qui permettent donc de leur proposer un programme d'activité après une évaluation de la condition physique, après des entretiens motivationnels, qui permettent de leur proposer ce programme d'activité physique ou sportive, soit en programme, j'allais dire, propre, et puis ensuite particulier, puis ensuite on envoie vers des structures qui peuvent prendre la suite. En tout cas, véritablement de prendre en charge notamment les personnes atteintes d'affections de longue durée, particulièrement les personnes atteintes de cancer, particulièrement atteintes de cancer du sein. Je prends des exemples, évidemment, il n'y a pas que cela. On a aussi beaucoup de prise en charge de personnes diabétiques, de personnes qui présentent de l'hypertension artérielle, de personnes qui ont des problématiques respiratoires, de l'asthme sévère, etc., etc. Beaucoup de prise en charge, et évidemment, c'est aussi le cas pour les personnes, j'allais dire, valides, malades mais valides, et pour les personnes en situation de handicap qui souvent cumulent, au-delà de leur handicap, plusieurs maladies, pathologies. Voilà, donc ce programme des maisons sport santé, il a été lancé en 2019. En 2019, si on peut passer la slide suivante, en 2019, merci, nous avons reconnu 138 maisons sport santé sur l'ensemble du territoire. Il y a quelques départements qui ne sont pas encore couverts, et à l'occasion du premier regroupement de l'ensemble de ces référents des maisons sport santé, qui s'est tenu relativement récemment, nous avons encouragé la réflexion sur des thématiques, et notamment la thématique de la prise en charge des patients atteints de cancer. Et dans cette thématique-là, nous avons évoqué très fortement les conditions de relation avec les professionnels de santé du territoire, particulièrement les pharmaciens, donc toujours sur les prescriptions du médecin traitant, mais aussi souvent désormais du spécialiste oncologue, voire du chirurgien. Pardon. La relation très forte qu'il y a avec les pharmaciens d'officine sur la prise en charge globale de ces patients, et bien évidemment, dans ce cercle, vous avez des enseignants en activité physique adaptée qui s'investissent beaucoup. Certains d'entre vous travaillent avec, je le sais. Et donc, il faut arriver à nouer ces relations qui finalement sont au bénéfice du patient, de sa prise en charge. Dieu sait, vous le savez aussi bien, voire mieux que moi, combien la solitude des patients atteints de cancer, mais d'autres maladies, d'autres affections de longue durée, est grande, et combien la réalité de leur situation est complexe. Donc 138 l'année dernière, nous avons relancé cette année un nouvel appel à projet. Il y en aurait un chaque année jusqu'en 2022. Nous avons reçu, si on peut passer la slide suivante, s'il vous plaît, nous avons reçu, malgré la crise sanitaire, nous avons reçu
261 candidatures. Vous voyez, nous instruisons 240 d'entre elles et nous aurons d'ici donc le tout début de l'année au moins donc 250 maisons sport santé, dont certaines sont intégrées à des CPTS. Voilà, je tenais à le dire. Donc, vous voyez qu'il y a cette relation. Donc, certaines sont incluses à des CPTS et je sais combien parmi vous de pharmaciens sont très attentifs à ces sujets-là, très engagés même dans ces travaux-là. Je veux ici vous remercier tous. C'est très important que voilà, ce que l'on met en place au niveau national trouve un écho, un intérêt au niveau territorial, sinon ça n'a véritablement pas d'utilité de mettre tout cela en place. Donc c'est à vous de nous dire si ce que nous faisons est utile à l'organisation que vous mettez à vos travaux, à la prise en charge des patients et permet finalement d'améliorer cette dernière au plus près des territoires. Nous avons une mission d'évaluation de la mesure d'impact de ces maisons sport santé et cette évaluation conduira notamment à travailler avec différents professionnels, dont les pharmaciens, puisque ce que nous souhaitons, c'est véritablement intégrer l'ensemble des professionnels qui en ont le souhait, je sais que c'est votre cas, à l'amélioration de la prise en charge, et donc cela vous concerne bien sûr. Alors, ces maisons sport santé, pendant le Covid, sur le premier confinement, si on peut passer la slide après s'il vous plaît, pendant le premier confinement, elles n'ont pas pu véritablement poursuivre leur activité, mais comme d'habitude, mais elles se sont adaptées. Et donc, elles se sont adaptées en développant la visioconférence, en conduisant pour ceux qui le peuvent, parce que toutes les personnes à domicile, vous le savez, ne peuvent pas poursuivre leurs activités par visioconférence. Ce n'est pas la même chose, bien sûr. Ils ont développé et continué à maintenir le lien par téléphone et ce sont quand même près de 70 000 personnes, avant de me dire c'est une goutte d'eau, mais quand même ce sont 70 000 personnes qui ont pu continuer à être accompagnées pendant ces phases de confinement. Alors, voilà un programme important de la stratégie nationale sport santé. Comment nous développons par ailleurs la prise en charge, le recours à l'activité physique adaptée? Vous l'avez peut-être suivi dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2020. Nous avons pris un article, quand je dis nous, c'est le ministère évidemment de la Santé. Ce sont des travaux qui ont été conduits par la Direction générale de la santé, avec la Direction de la sécurité sociale, la Direction des sports, l'INCa et d'autres acteurs. Nous avons donc réussi à proposer et avoir accepté la mise en place dans le cadre et la prise en charge dans le cadre du parcours de soins global après le traitement de cancer, le bilan d'activité physique, fonctionnelle et motivationnelle, donc pour tous, c'est-à-dire que chaque patient qui est traité d'un cancer bénéficiera de ce bilan fonctionnel et motivationnel de la condition physique qui lui permettra ensuite d'être mieux dirigé, mieux orienté, finalement mieux accompagné dans ce parcours vers l'effectivité de son activité, de son programme d'activité physique adaptée. Ça, c'est un premier point très important. Cette année, nous allons l'élargir, c'est en cours de discussion, aux patients atteints de diabète de type 2. Donc, voilà, ce sont des choses qui sont, vous le savez, majeures de l'organisation des parcours pour les personnes concernées sur les territoires. Donc, évidemment, ça se travaille avec les agences régionales de santé pour la mise en œuvre et nous attendons les décrets qui doivent nous permettre d'engager cela très concrètement, rapidement. Nous avons aussi ce que nous lançons au titre des articles de l'article 51 LFSS 2018, c'est-à-dire des expérimentations, des programmes d'expérimentation pour intégrer au parcours de ces patients l'activité physique adaptée. Et notamment, c'est le cas d'un programme qui s'appelle As du cœur multicentrique et qui concerne des patients malades cardiaques qui ont été opérés. Donc, ce programme a été lancé, il est pris en charge
intégralement par la sécurité sociale. Et si l'évaluation au bout des 3 ans est satisfaisante, il sera progressivement élargi. Nous avons aujourd'hui près d'une quinzaine de programmes qui mobilisent l'activité physique adaptée dans le cadre du parcours de soins de malades atteints d'affections, de personnes atteintes d'affections de longue durée. Et je dois dire que c'est une vraie évolution qui est encore peu visible, puisque ces programmes, évidemment, sont conduits sur des cohortes qui sont relativement faible, si j'ose dire, mais enfin, il y a quand même toujours plusieurs centaines, voire milliers de patients. Donc, ce sont quand même des sources d'espoir importants, parce que, voilà, si on démontre que les parcours, les programmes, les protocoles conduisent non seulement à un mieux-être du patient, mais qui plus est, réduisent les coûts médico-économiques globaux qui accompagnent les soins de ces patients, eh bien, on aura fait un grand pas. Pardon. Si on peut passer à la slide suivante, je vais accélérer. Donc, voilà, plusieurs avis. Vous le savez, dans le cadre du cancer, le fait de ne pas pratiquer d'activité physique est comment dirais-je, est source de développement non seulement des maladies chroniques, mais des affections de longue durée. C'est particulièrement vrai du cancer. Et en soins, en parcours de soins, le fait d'intégrer l'activité physique adaptée à son parcours est très bénéfique en termes de prévention de la récidive et bien sûr du mieux-être du patient au quotidien, sur sa fatigue, sur ses douleurs, sur sa capacité à supporter ces traitements thérapeutiques par ailleurs. Donc, on compte sur vous aussi, mesdames, messieurs les pharmaciens, mesdames, messieurs les infirmiers, pour que cette promotion de l'activité physique adaptée, vous en soyez aussi les porteurs, puisque vous voyez très fréquemment ces patients, et c'est parce que ces messages seront passés régulièrement et parce que vous aurez à votre disposition les outils pour les véhiculer que nous aurons tous des effets aussi importants que nous le souhaitons auprès des populations concernées. Donc, malheureusement, une évaluation de l'activité physique qui s'est fortement réduite pendant la situation de confinement, et donc un avis de l'ANSES, des études, si on peut passer, voilà, de Santé publique France, et aussi des recommandations, des avis de la Haute Autorité de Santé et du Haut Conseil en Santé publique, qui ont été remis, y compris très récemment, pour indiquer combien il est délétère de réduire son activité physique. Il faut véritablement que nous arrivions à agir là-dessus. Donc les médecins, bien sûr, mais les pharmaciens d'officine ont un rôle éminent avant d'être dans la prescription d'activité physique adaptée, dans l'information à leur clientèle, à votre clientèle, à la patientèle, et sur la prévention de la sédentarité, les conditions dans lesquelles on recommande avant de comment dirais-je, de prescrire, comment on recommande de l'activité physique à sportive. Les kinés aussi, voilà. Il y a tout un réseau. Absolument, bien sûr, les kinés, bien sûr, enfin, vraiment tous les cette affaire-là, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Il n'y a pas, je veux dire, non seulement c'est l'affaire de tous, mais il y a vraiment un rôle à chacun, que chacun doit jouer pour développer, pour assurer que les personnes, dans la grande majorité, puissent comprendre qu'on ait une rupture, qu'on ait un effet dose, là aussi politique publique, réaction terrain important, parce que si on n'a pas une communauté d'acteurs qui s'engagent, on n'arrivera pas finalement à renverser cette trajectoire extrêmement inquiétante en santé publique, la trajectoire d'une augmentation très forte de la sédentarité.
D'ailleurs, je me permets juste de vous interrompre quelques instants parce que au sujet de l'intervention de tous et de la nécessité de considérer que chacun a pour le coup un rôle éminemment important compte tenu des enjeux à jouer, j'ai des questions et notamment une qui rappelle la nécessité, enfin qui appelle à ne pas remplacer les professionnels de santé par des professionnels du sport, en fait. C'est-à-dire à bien considérer que chacun a sa place dans le sujet, que là, en l'occurrence, on est, pour ce qui concerne la PAS, sur une activité qui est encadrée par un décret et qui est quand même très, très, très normée, quoi. Et que pour autant, là, on reste avec la nécessité d'avoir une place pour chacun, en définitive, dans le respect des prérogatives de chacun. Nous sommes très Du coup, je vous ai perdu. On vous a perdu. Crotte. à l'aise Pardon. avec parce que Il faut, excusez-nous, on vous a perdu, on vous entend plus. Vous êtes là? Bon, ou alors c'est moi, je ne sais pas. je le dis très Super. récemment, très, très fréquemment. Madame Gauthier, je suis désolée, on ne vous entend pas du tout. De Tout assuré. Hein. Alors, je pense que votre bande passante est... On ne vous entend pas. Du coup, je suis désolée parce que j'avais pas mal de questions qui sont arrivées, à la fois relativement à la structuration de ces maisons sport santé. A-t-on raison de penser, comme son nom l'indique, qu'on est vraiment sur une problématique maison entre quatre murs, parce que en fait, le fait que ça puisse être porté par des CPTS induit, met un peu de trouble dans la compréhension de ce qu'est une maison sport santé. Dans ce contexte, je crois qu'on l'a perdu malheureusement, dans ce contexte, a-t-on imaginé les choses de manière couplée sur les problématiques de mobilité, parce que qui dit maison sport santé à un endroit spécifique qui a vocation justement à accueillir des publics éloignés de la pratique sportive, dit nécessité de les y emmener, qu'il s'agisse de personnes âgées, de personnes chroniques, de personnes dépendantes ou même de tout simplement de jeunes issus des quartiers dits défavorisés. J'avais aussi des questions relatives au développement et à la suite de la stratégie, et je reçois un message et donc je vais le regarder en même temps. Voilà, vous essayez de vous reconnecter, mais malheureusement ça m'a l'air un petit peu compromis notre affaire. Je ne sais pas si on aura réponse à tout cela. Et puis il y avait enfin une question qui était évidemment essentielle relativement au budget fléché, parce que effectivement vous avez parlé beaucoup de promotion, de rôle des professionnels de santé. Ah voilà, il y avait des éléments qui arrivaient qui étaient vraiment très très importants pour nous, malheureusement. Et donc voilà, vous avez parlé de problématiques qui nécessitent un investissement financier fort. Est-il fléché? À quelle hauteur? Est-ce qu'on a la garantie que ce sont des financements qui vont vraiment être mis à disposition des professionnels de santé de ville pour le développement de ces pratiques à appui thérapeutique notamment? Écoutez, je vous propose qu'on attende encore peut-être une toute petite minute, si vous voulez bien. Et sinon, on clôturera. Je vais vous laisser la parole, Monsieur Martial et Monsieur Crête. Malheureusement, je crains que ce ne soit un peu compromis. Je crois que vous êtes là, Madame Gauthier, mais qu'on ne vous voit plus. Est-ce que c'est ça? Bon, comme on ne vous entend pas non plus, on se dit que votre esprit est avec nous. Mais on n'entend pas vraiment les réponses à nos questions, malheureusement.
Ok. Bon, je crois qu'on a attendu la minute, mais Nicolas, peut-être, dites-moi ce qu'il en est. Bon, a priori, on va pas y arriver. Du coup, je suis confuse de terminer comme ça, un peu en nœud de boudin. Bon. Nicolas, est-ce que vous pouvez du coup fermer la présentation et puis on va clôturer cette matinée parce que déjà on a pris un peu de retard, donc je veux pas non plus bloquer. Merci beaucoup. Je veux pas bloquer les uns et les autres. Donc je vous laisse la parole, Monsieur Martial. Oui, bon, c'est dommage et je regrette, Madame Gauthier, ces incidents techniques, mais c'est le propre du direct. Et c'est vrai que ce matin, on a bien vu la progression, si vous voulez, en se basant sur l'oncologie, du rôle de l'ensemble des professionnels de santé, l'ensemble des libéraux. Et nous avons, en tant qu'URPS, en tant que conférence nationale, des URPS pharmaciens, nous poussons les divers URPS pharmaciens à travailler en collaboration avec les autres URPS, des professionnels. Et comme le disait Michel, on découvre largement la richesse des autres professions de santé autour et pour nos patients, pour les accompagner, pour favoriser leur santé, mais leur bien-être. Et c'est aussi une définition du sport que de favoriser la santé et de favoriser le bien-être. C'est également un des objectifs des soins de support. Donc, voilà pourquoi dans cette matinée, nous avons tenu à réunir tous ces ingrédients autour des patients qui sont de plus en plus nombreux, qui sont devenus des patients chroniques, les patients victimes de cancer, que ce soit en traitement avec des perfusions ou que ce soit avec des traitements oraux et complètement, j'allais dire, presque lâchés à domicile. Et pour cette fin de réunion, je remercie tout d'abord la régie technique qui, à Reims, nous a bien aidés. Je remercie en particulier également un duo de gens de l'Est, à savoir Pierre Crey, qui est effectivement toujours prêt à montrer que les pharmaciens sont aux premières loges et qui, appuyé avec Roméo Schmitt des laboratoires Boiron, Pierre Fabre, nous a, et pas à dose homéopathique si je peux dire, nous a vraiment aidé à réaliser cette journée. Et en nous amenant et en nous mettant à disposition les travaux de Bernard Charles, que je remercie encore d'être intervenu, et cet oncoguide. Donc, je souhaite à tous une bonne fin de journée. Je sais qu'il y aura des possibilités de replay et de suivi de cette journée, puisque nos confrères, y compris d'outre-mer, ont pu, pour certains, s'inscrire, mais pour d'autres, puisqu'ils s'y sont pris au dernier moment, difficilement, et ils auront tous les plaisirs de retrouver cette journée. Donc, à tous, merci pour cette participation ce matin dans des conditions un petit peu difficiles, mais il ne faut pas voir que ça. Cette crise nous a permis également de mieux communiquer entre nous, et c'est le souhait que je fais pour toutes nos professions de santé, qu'elles soient libérales ou qu'elles soient hospitalières, parce que nous avons besoin de tisser vraiment ces liens, et que un vœu, s'il vous plaît, que je formulerai, c'est une simplification de ces échanges, sécurisation, mais une simplification de ces échanges numériques. Voilà ce que je voulais rajouter, et je vous remercie, Peggy, de votre intervention à nouveau très pertinente et brillante. Merci. Pierre, vous vouliez prendre la parole également, je crois. Oui, moi, depuis ce matin, je vous ai accompagné depuis ce PC du Palais des Congrès à Reims. Évidemment, vous nous avez manqué parce que ce que je voulais, c'est vous avoir tous à mes côtés à Reims, dans cette belle ville rémoise.
Mais bon, les événements, ils ont fait que on ne pouvait pas se rencontrer physiquement, mais on s'est rencontrés quand même par visioconférence. Merci vraiment à tous les participants, à tous les intervenants. Ils avaient vraiment des interventions de très haute qualité. Bien sûr, merci à Pierre Fabre de leur soutien, de Roméo Schmitt qui nous accompagne depuis toujours. Je remercie, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, toute l'équipe technique ici, avec Nicolas Mouchette à leur tête. Ils ont fait vraiment le maximum pour que les débats soient audibles et puis visibles comme il faut. Mais il y a eu des problèmes de connexion Internet au niveau des intervenants, mais pas à ce niveau ici, parce qu'ici, la qualité était exceptionnelle. Merci à toute cette équipe à Reims. Et puis, bien sûr, merci à Peggy pour cette deuxième rencontre oncologique entre les professionnels de santé de ville. Et ben, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je ne sais pas où, mais l'année prochaine, sûrement. Évidemment, merci à toutes les URPS. Merci au bureau de la CNUPL et à sa tête, bien sûr, mon ami, mon cher ami François. J'aurais aimé voir Bernard, Michel et puis François ici avec moi, mais bon, tant pis, ce sera pour une autre fois. Merci encore à vous tous et puis à très très bientôt. Tout à fait. Merci beaucoup. Ben voilà, à mon tour de clôturer tout ceci, je vous remercie tous encore une fois, mais tout a été dit par vous deux, Monsieur Crête et Monsieur Martial. À très bientôt. Un replay va être disponible pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route ou qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Il vous sera envoyé par mail sous peu. Merci encore à tous. Merci. Bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Merci Peggy. Au revoir. Merci à vous.